15e siècle. Une paysanne devient en quelques années un symbole pour la patrie. Aimée par les uns et redoutée par les autres, elle a su forger son histoire et faire passer son nom à la postérité. Nous allons parler aujourd'hui de Jeanne d'Arc. La petite Jeanne, née et grandit au village de Domrémy, dans les actuelles Vosges, en Lorraine. Sa date exacte de naissance demeure inconnue, mais nous la situons approximativement vers janvier 1412. Issue d'une famille paysanne assez aisée, entourée de ses 4 frères et sœurs et de ses parents, la jeune fille apprend à coudre, à tisser et à s'occuper des animaux. Très pieuse, elle prie beaucoup et se rend souvent à la chapelle de Bermond. À l'âge de 13 ans, selon ses dires, elle se met à entendre des voix dans le jardin de son père. Ces voix célestes seraient celles de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite et de l'archange Saint Michel. Lors de son procès, Jeanne relate les événements. Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix, environ l'heure de midi au temps de l'été dans le jardin de mon père. J'ai entendu la voix du côté droit, vers l'église, et rarement je l'entendis sans clarté. C'était assurément une digne voix, et qui j'en avais l'assurance m'était envoyée par Dieu. L'ayant entendue par 3 fois, je reconnus alors que c'était la voix d'un ange. Elle m'a appris à me bien gouverner, à fréquenter l'église, et elle m'a dit qu'il était nécessaire que je vinsse en France. 2 ou 3 fois par semaine, la voix me disait qu'il fallait partir et aller en France. La première fois que j'ai entendu la voix, j'ai promis de conserver ma virginité aussi longtemps qu'il plairait à Dieu. Rapidement, sa piété se change en dévotion. Ses voix lui annoncent qu'elle a été choisie par Dieu pour réaliser la prophétie qui veut que la France soit sauvée par une vierge venue de Lorraine. Avec le temps, sa mission se précise. Elle doit libérer Orléans des mains des Anglais et conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer. Après avoir entendu parler du siège d'Orléans, les voix qu'entend Jeanne insistent pour qu'elle agisse. La pucelle arrive en 1429 à Vaucouleurs, une forteresse voisine de son village natal. Elle souhaite s'enrôler dans les troupes du dauphin. Pour cela, elle demande à voir Robert de Baudricourt. Suite à de nombreuses persuasions, elle finit par être prise au sérieux et obtient une escorte de 6 hommes. Le groupe traverse sans encombre les terres bourguignonnes et arrive à Chinon le 23 février 1429. 2 jours plus tard, elle est reçue par Charles VII. Des femmes, des docteurs et des clercs l'inspectent et certifient sa virginité. Elle n'est donc pas possédée. Elle serait aussi humble, dévouée, honnête et simple. On lui fait une armure et son étendard. Charles l'autorise à partir pour Orléans. La guerre de 100 ans est un ensemble de conflits armés qui fait rage depuis 1337. Elle oppose Français et Anglais. Édouard III, qui est le petit-fils de Philippe IV le Bel, revendique la couronne de France. Il est le roi d'Angleterre. Édouard III possède des fiefs en Guyenne. Ces fiefs se font attaquer par Philippe IV, qui est le cousin de Philippe IV le Bel. C'est alors le début de cette guerre qui opposera Anglais et Français de 1337 à 1453. Après de multiples batailles, l'Angleterre, alliée des Bourguignons, obtient le nord de la France, allant même jusqu'à Paris. De plus, en parallèle des victoires anglaises qui engloutissent le royaume de France, Charles VI, roi de France, entre 1380 et 1422, est atteint de folie, ce qui le rend incapable de gouverner. Une véritable guerre civile éclate en France pour décider de qui doit reprendre les rênes. Ce conflit oppose le dauphin Charles VII, qui est le fils de Charles VI, et le cousin de Charles VI, qui n'est autre que le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne est soutenu par les Bourguignons, alliés des Anglais. Charles VII, lui, est soutenu par les Armagnacs. Et pour rajouter encore un peu de bazar, Charles VI déshérite son fils. Voilà où intervient Jeanne d'Arc, qui va agir pour réhabiliter Charles VII et le placer au pouvoir. Jeanne, au secours! Les Anglais, solidement installés sur des places fortes et des bastilles, contrôlent les tourelles qui bloquent l'accès au pont sur la Loire. Ils décident d'installer un siège pour s'emparer de la ville. Jeanne d'Arc entre le 29 avril 1429 dans Orléans. Cette action redonne confiance aux habitants de la ville et aux différentes troupes et garnisons sur place. Le moral est alors au plus haut. Les jours qui suivent, les bastilles Saint-Loup et Saint-Jean-le-Blanc sont reprises. Le 6 mai, les Orléanais créent une milice pour soutenir l'armée française dans la conquête des postes et bastions aux alentours de la ville. Le 7 mai 1429,
l'assaut est donné sur les tourelles et la pucelle d'Orléans se trouve dans la mêlée. Elle se fait blesser d'une flèche anglaise vers l'épaule. Une blessure douloureuse mais sans gravité. Elle retourne donc rapidement au combat. Les tourelles sont libérées et le pont sur la Loire aussi. Le 8 mai, environ 4 à 5 000 Anglais sortent des bastilles et se rangent en ordre de bataille. 4 à 5 000 Français font de même en s'alignant sous les remparts. Jeanne en tête, face aux Anglais. Les armées s'observent, puis au bout d'une heure, les Anglais se retirent et s'en vont sans combattre. Orléans est donc libéré. Mais pourquoi s'en vont-ils comme ça? L'arrivée de Jeanne a accru le moral des Français. Cette arrivée décime le moral des troupes anglaises. Certains désertent et refusent de se battre contre Dieu d'une certaine manière. Jeanne veut maintenant faire sacrer Charles VII à Reims, mais celui-ci refuse tant que la Loire n'est pas sécurisée. Alors, début juin, elle part à la poursuite de l'armée anglaise qui lui a échappé. Le 12 juin, c'est Jargeau qui tombe entre les mains de la victorieuse pucelle d'Orléans. Puis le 15, Main-sur-Loire. Et le 17, Beaugency capitule. Enfin, Patay, le 18 juin, où se font écraser les dernières troupes anglaises. Commandée par John Talbot, l'armée anglaise est renforcée par les troupes de John Falstaff. Talbot bat en retraite en direction de Patay, vers le nord. Jeanne et les troupes françaises sont à leur poursuite, sans pour autant connaître leur position. Le comte Talbot, sentant la présence des Français, décide de s'organiser et de les attendre. Il se place alors dans des bosquets à l'orée d'une forêt avec une plaine en face. Il place 500 archers d'élite à l'avant. Ce point fort de l'armée anglaise muni de leur arc long devra être protégé par des pics plantés dans le sol. Ce rempart de pieux est destiné à contrer les charges de cavalerie, mais seule une partie d'entre eux seront mis en place par manque de temps. Plus de 4000 hommes étaient retranchés derrière les archers. Soudain, un cerf surgit de par la forêt, sur la plaine. Il est symbole de mauvais augure sur un champ de bataille, alors les Anglais crient pour le faire s'enfuir. C'est alors que des éclaireurs français les entendent. Ils peuvent donc déterminer les positions ennemies et en informent leurs supérieurs. Sans attendre, les commandants français décident de mener une attaque. À la tête de 180 chevaliers vétérans, La Hire, qui est un compagnon de Jeanne d'Arc, fonce et écrase les lignes anglaises. Il pénètre les défenses et coupe les unités d'archerie anglaises en deux. Le moral s'écroule et les archers sont en déroute. Peu de temps après, les fantassins français chargent pour aider la cavalerie, qui fond sur les infanteries ennemies. John Talbot est fait prisonnier, alors que le restant des troupes anglaises bat en retraite. John Falstaff, lui, réussit à s'enfuir avec 700 cavaliers. Les résultats de la bataille sont impressionnants. 2000 morts côté anglais et 200 prisonniers. Chez les Français, seule une poignée d'hommes trouve la mort, environ une dizaine. Le corps d'archers d'élite anglais est mis hors de combat et de nombreux officiers anglais sont capturés. C'est une victoire considérable. Cet enchaînement de victoires donne confiance aux Français. Jeanne pousse Charles VII à se faire sacrer en traversant un pays hostile, ces territoires étant occupés par les Anglais ou les Bourguignons. Comme par merveille, tout se passe au mieux. Auxerre, Troyes, Châlons et enfin Reims. Aucun combat, rien. 17 juillet 1429, la cérémonie se fait enfin. Jeanne a réussi, elle a libéré Orléans et a fait sacrer le roi de France. Maintenant que la jeune fille a rempli son rôle, Charles VII l'abandonne. En effet, sa mission est finie. De plus, il veut en finir avec cette guerre, mais fin 1429, Jeanne d'Arc convainc le roi de reprendre Paris, où elle commande. L'attaque est un échec. Jeanne est blessée par un carreau d'arbalète dans la jambe. Après cette défaite, la jeune fille âgée de maintenant 18 ans se considère comme une chef de guerre indépendante. Avec des mercenaires et à l'insu du roi, elle part à Compiègne le 23 mai 1430. Isolée puis désarçonnée, elle se fait capturer par des hommes de Jean de Luxembourg, des Bourguignons. Elle essaye à 2 reprises de s'échapper et se blesse même sérieusement. Les Bourguignons vendent la pucelle d'Orléans au roi d'Angleterre Henri VI pour 10 000 livres. Chose que je ne sais pas si c'est 10 000 livres actuelles ou anciennes. Si ces 10 000 livres sont actuels, cela fait environ 11 187 €. Et si c'est 10 000 livres anciennes, cela fait environ 1 500 000 €. Au nom de la religion, elle est emprisonnée et jugée en France par des Français pendant plusieurs mois du début de l'année 1431. Ces Français ont pris le parti bourguignon et anglais. Un procès religieux pour façade, mais au fond c'est plus un procès politique. En premier temps, il fallait la faire passer pour une sorcière dans le but de faire remonter le moral des Anglais qui pensaient avoir affaire en quelque sorte à Dieu. Les témoins sont forcés de témoigner en défaveur de Jeanne. Bien plus tard, un grand nombre d'entre eux se rétractent sur leur dire de l'époque. Elle est finalement jugée coupable d'être schismatique, de renoncer à sa foi, d'être une menteuse, une hérétique, une devineresse, une blasphématrice. Jeanne fait appel au pape, ce qui est ignoré. De plus, Charles VII, qu'elle a aidé à faire monter sur le trône, ne vient pas à son aide. Elle finit donc sur le bûcher, brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Son corps est brûlé par 3 fois pour être sûr qu'il ne reste rien et empêcher quiconque de faire des reliques de la pucelle.
1455, sur la demande de la mère de Jeanne, le pape Calixte III casse le premier jugement pour fraude, corruption et calomnie. Le 7 juillet 1456, un jugement déclare le premier procès nul, non avenu, sans valeur ni effet, et réhabilite Jeanne et sa famille. Elle est canonisée en 1920 par Benoît XV. La vie de Jeanne est connue que de par deux sources qui sont son procès de 1431 et le procès de sa réhabilitation en 1455-1456. Il est difficile de séparer ce qui est légende, mythe et réalité. Jeanne a vraiment existé et a participé à la bataille d'Orléans, bien que son rôle ait à diminuer. Au stade du siège d'Orléans, elle n'est pas une commandante. Elle possède un grand charisme et galvanise les troupes tout en ayant un grand effet moral dans les deux camps. Pour ses voix, des spéculations concernant une possible épilepsie ou diverses autres pathologies sont avancées. Malgré tout, elle reste une glorieuse chef de guerre qui est devenue un véritable symbole et qui a su rebooster les Français qui, avant son arrivée, enchaînaient les défaites et se faisaient écraser par les Anglais. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou à vous abonner. J'ai mis mes réseaux sociaux en description si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée et d'ici là, portez-vous bien.